Merci, bon séminaire. Merci Ariane-Hélène. Alors, bonjour. Comme Denis disait, moi, ça me fait vraiment plaisir. C'est un privilège là, de faire un petit retour HEC là, et de partager certains apprentissages. Donc, aujourd'hui, ce qu'on vous propose comme menu, c'est le suivant. Donc, on va faire un petit mot sur un rappel du mandat de la santé publique. On va parler de notre plan de réponse à la pandémie. Ensuite, on va vous donner des illustrations parce qu'on s'est dit que ce serait bien de vous raconter un peu certaines histoires qu'on n'a peut-être pas nécessairement eu l'occasion de voir, de parler dans les médias ou dans d'autres éléments. On va vous parler de nos recommandations et pistes d'action et on va avoir une période d'échange. On a aussi quelques questions prévues pour vous, juste pour se mettre dans le bain. Alors, la première question, je vais vous demander, je vais l'afficher à l'écran. Elle n'est pas biaisée, ce n'est pas une question de désirabilité. On ne veut pas que vous nous dites nécessairement que vous êtes d'accord ou pas d'accord. Donc, on veut juste un peu lancer le bal. Alors, quel serait votre niveau d'accord avec l'énoncé suivant, finalement? Là, la pandémie a permis à votre organisation d'accroître la collaboration avec le réseau de santé publique. Alors, je vais partir un petit sondage, puis je vous demanderai de cliquer sur une des options que vous voyez à l'écran. Je vois que ça rentre tranquillement. On est à 20 sur 40. On va prendre encore quelques minutes. Ariane-Hélène, est-ce que tu sais s'il y a encore des gens qui sont en arrivée en arrière? Je pourrais peut-être juste attendre 2-3 minutes, puis c'est tout, ou je continue tout de suite? C'est assez stabilisé du côté des participants. Donc, OK, parfait. Donc, je vois que ça bouge encore. Parfait. Donc, je vais arrêter. Je vais montrer le résultat. Dans le fond, voici les résultats du groupe. Donc, on a 33% qui ont dit tout à fait d'accord, d'accord. On a quand même des gens qui étaient ni en accord, ni pas d'accord, ou qui étaient un petit peu dans l'autre. Donc, le pourquoi on pose cette question-là, c'est qu'on sait que, attendez, je vais s'arrêter. On a eu, les gens nous ont connu davantage le mandat de la santé publique pendant la pandémie, mais on fait aussi d'autres choses que gérer des bébites. Hein? À la santé publique, on a un mandat beaucoup plus large. Donc, c'est une occasion aussi de travailler avec des partenaires nouveaux, de faire connaître un petit peu qu'est-ce que c'est notre mission. Donc, la prochaine étape, c'est un petit peu le mandat de la santé publique. Je vais laisser Mylène pour la suite. On peut chercher la diapo. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir et merci au pôle HEC de nous avoir invités. Puis vraiment, on présente ce rapport-là, le rapport et l'ensemble des constats parce que vous allez voir, c'est plusieurs travaux de debriefing qu'on a fait au cours de la pandémie. On le présente avec beaucoup d'humilité parce que, c'était difficile de faire le résumé là, des 6 vagues puis essayer d'en tirer les grands constats. Mais on croit que c'est important face à cette période historique-là de garder en mémoire ce qu'on a vécu et surtout d'en tirer des apprentissages pour mieux se préparer à des futures vagues. Donc, quelques mots sur notre mandat. Bien évidemment, la Direction régionale de la santé publique a un mandat. Sa mission est de protéger et d'améliorer la santé et de protéger la santé de la population et de celles qui travaillent aussi. Donc, on a aussi un mandat en santé au travail, avec une perspective toujours de réduire les inégalités sociales de santé. Évidemment, on a la direction régionale, mais dans le contexte montréalais, la spécificité, c'est qu'on travaille avec les 5 CIUS, donc on a des équipes territoriales de santé publique dans les 5 CIUS, et on est à l'interface avec de nombreux partenaires du réseau de la santé, mais aussi des partenaires intersectoriels et universitaires pour nous permettre d'actualiser nos grandes fonctions de santé publique. Et vous voyez ici les valeurs qui guident notre action, puis qui ont été, je dirais, plus que jamais activées durant cette pandémie. Je dirais la seule valeur qu'on a ajoutée pour la gestion de la pandémie, en toute conscience, c'était la proportionnalité. Donc, où on a eu beaucoup pendant la pandémie à jauger les bénéfices versus les conséquences négatives là, des mesures qu'on mettait en place pour contrôler évidemment la transmission et leurs impacts collatéraux sur la population. Donc, de toujours s'assurer qu'on ne crée pas plus de tort que de bien face aux mesures qu'on mettait en place. Peut-être changer la diapo. Donc, vous connaissez évidemment les fonctions de santé publique. Je vais y aller plus avec le noyau. Donc, tout ce qui se trouve à gauche, c'est vraiment nos outils pour faire le diagnostic de notre population, donc que ce soit via la vigie, la surveillance, et du côté à droite, c'est vraiment nos grandes fonctions de prévention, promotion et protection. Et même si on était dans une
pandémie qui activait principalement notre fonction de protection, je peux vous dire que toutes les fonctions ont été mises en œuvre là, et ont été activées pour nous permettre là, de faire face à la pandémie et aux impacts collatéraux qui étaient associés. Nos ancrages et dans le fond les dispositifs sur lesquels le Québec a quand même des bases très solides de son système de santé publique. Je vais n'en nommer qu'un, mais évidemment, vous savez que la loi de santé publique et sa robustesse, certains articles de loi n'avaient jamais été activés là, dans un contexte aussi extraordinaire, nous permettaient aussi d'avoir des leviers, des pouvoirs extraordinaires là, pour nous permettre là, de faire face à la pandémie. Et finalement, dans cette section-là, sur nos mandats, je pense que ce mandat-là s'actualise dans le contexte d'une grande ville, d'une grande métropole. Et il faut garder en tête les caractéristiques d'une grande métropole qui aussi avait une influence sur la façon dont on allait gérer la pandémie, que ce soit évidemment les caractéristiques de nos populations, de l'environnement social, évidemment les populations plus vulnérables qui sont en concentration plus importante, le fait que 80% de notre population vit dans des logements, donc on ne pouvait pas travailler l'isolement des populations de la même manière, l'environnement physique, le contexte urbain de densité, de transport collectif et évidemment de risques accrus amenaient des chaînes de transmission et des contextes de transmission qui étaient souvent plus difficiles à contrôler. Et évidemment, notre contexte réseau complexe avec 5 établissements non fusionnés qui aussi apportait cette complexité-là dans le départage des rôles et responsabilités et la gouvernance pour nous permettre d'avoir une action agile, rapide et coordonnée. Le plan de réponse à la pandémie, juste pour vous situer un peu la mission de santé publique, nous, on se situe évidemment dans la mission santé du plan de sécurité civile, même si quand on a lancé l'urgence sanitaire, c'est une urgence de santé publique via la loi de santé publique, on s'entend qu'on est un des 6 volets. Donc, souvent, à la première vague, c'était la santé publique gère la pandémie, mais évidemment, on n'est pas le seul acteur et on n'était pas celui qui était au cœur de la coordination en tant que telle de cette pandémie-là. On le sait évidemment que le réseau hospitalier première ligne psychosociale, je dirais que les grands pans de la santé publique touchent évidemment dans un contexte de pandémie tous les domaines de vigie, enquête, mettre en place les mesures de protection, mais on avait aussi un rôle très important au niveau des communications. La façon dont on a articulé nos plans de réponse, puis je dirais que ça s'est concrétisé davantage là, à partir de la deuxième vague. C'est sûr que notre plan de pandémie initial était beaucoup autour de maintenir la transmission à son plus bas possible pour contenir évidemment la mortalité pour les populations les plus vulnérables. Habituellement, les plans de pandémie sont beaucoup au niveau de diriger le volet de santé publique et de contrôler la transmission. Et rapidement, on a ajouté ou on a bonifié ce plan-là et tout le long des vagues, on a vraiment travaillé avec 2 objectifs concomitants. Et tout à l'heure, je parlais de la proportionnalité, celui, comme je disais, de gérer, de maintenir la transmission la plus faible possible, mais en même temps de prévenir les impacts collatéraux engendrés par la pandémie, mais aussi par les mesures populationnelles qu'on mettait en place et évidemment l'exacerbation des inégalités sociales, sachant évidemment qu'on n'est pas tous égaux face à la pandémie. Les 4 domaines, dans le fond, ou axes d'intervention sur lesquels on s'appuyait, il y avait la coordination, donc toute la gouvernance pour amener une réponse concertée agile, le contrôle de la transmission, c'est ce qu'on a vu le plus, qu'on a parlé le plus, nos Power BI étaient axés principalement sur ce volet-là. La communication du risque, l'engagement des populations et des partenaires pour s'assurer que les recommandations qui sont réfléchies et qui sont mises en place via des décrets, des lignes directrices, s'actualisent sur le terrain.
et tout un volet d'intervention qui visait à mitiguer les impacts collatéraux et réduire les inégalités. Et peut-être juste ajouter, c'est à travers les 6 vagues, on a eu à travailler ces 2 objectifs-là et chaque plan pour chaque vague était différent en fonction de l'approche qu'on privilégiait. Est-ce qu'on était plus selon les caractéristiques, évidemment, du virus, l'immunité de nos populations? Est-ce qu'on allait plus vers une approche suppressive ou, on le sait actuellement, on est dans une approche de mitigation? Donc, ça a toujours été un petit peu ce dosage-là pour nous amener à choisir l'intensité des interventions qu'on allait mettre dans le contrôle, par exemple, de la transmission. Certains constats, puis vous l'avez dans le rapport de la directrice, là, avec un petit peu plus de description parce qu'on a décrit chacune des vagues, les 6 vagues. Le rapport s'arrête à la vague 6 de l'été dernier et du printemps dernier. Et chaque vague avait ses propres caractéristiques. Ce qu'on constate, par contre, c'est qu'évidemment, on le sait, Montréal a été l'épicentre, alors que, non, je n'ai pas terminé, alors que la mortalité, Montréal a eu plus de 36% de l'ensemble de la mortalité sur les 6 vagues du Québec, alors qu'on représente 23% de la population. Et on le sait évidemment, là, nos populations aînées ont été celles qui ont été le plus touchées en termes d'impact sanitaire. C'est très difficile de comparer les vagues entre elles. On a mis, vous voyez, là, à travers les 6 vagues, le nombre de cas, le nombre de nouvelles hospitalisations, le nombre d'admissions aux soins intensifs et de décès. Et comme je le disais, ces vagues-là, évidemment, ces indicateurs-là sont imparfaits parce qu'on n'avait pas les mêmes dispositifs de dépistage, donc le nombre de cas entre la vague 1 et les autres vagues subséquentes où le dépistage et les critères de dépistage étaient plus élargis à la population. C'est difficilement comparable. La même chose au niveau des hospitalisations. Évidemment, on avait toute une partie nosocomiale qui est apparue. Il y avait la façon dont les indicateurs étaient faits. Donc, c'est sûr que le meilleur indicateur pour regarder l'impact, le grand constat qu'on peut en faire, qu'on utilise, c'est la surmortalité. Peut-être passer à l'autre diapo. Et on le voit, puis là, j'ai vu aujourd'hui, ce matin, il y avait aussi un article sur la surmortalité en 2022. Nous, on a arrêté évidemment le rapport à la 6e vague, donc à la mi-2022. On voit clairement que Montréal a eu 2 grands pics de surmortalité à la première vague et à la 5e vague en janvier dernier, janvier 2022. Et le petit encadré d'avril à mai, c'est la 3e vague. La 3e vague, alors qu'on avait le premier variant qui arrivait à nos portes là, de l'Europe, on le voyait venir. Et la grande région de Montréal a vraiment mis en place une approche suppressive, donc dans les plans d'action que je parlais avec les différentes dimensions, où on avait mis en place des mesures très agressives là, du backward tracing dans nos enquêtes, des approches très avec les laboratoires pour nous permettre de détecter ces variants-là, d'agir dans les milieux, de retirer les cas, les contacts de contact rapidement. Les mesures populationnelles qui avaient été retirées dans d'autres régions du Québec, on s'est empressé de ne pas les retirer dans la région de Montréal, on fait pression. Et évidemment, on avait le début de l'accès à des vaccins et on a utilisé de manière innovante les vaccins pour le vaccin qu'on avait à la fois pour protéger évidemment nos populations les plus vulnérables, donc aînées, mais aussi dans une vaccination en anneau dans certains quartiers où on voyait le variant arriver pour couper ces chaînes de transmission. Et un des constats, c'est cette agilité-là et cette capacité d'amener une approche adaptée au contexte épidémiologique nous a amené à éviter cette 3e vague-là, alors que, évidemment, le reste du Québec l'a vécu plus durement et aussi nos collègues, les grandes villes d'Amérique du Nord, donc Toronto et Vancouver, où il y a eu un pic de surmortalité. Donc, c'est clairement un volet pour lequel on pense qu'il y a des leçons à tirer. Prochaine diapo.
Un autre constat, on le dit, c'est les inégalités sociales de santé. On le sait, on n'est pas tous égaux, mais qu'est-ce qui fait évidemment qu'on voit ces inégalités-là? Évidemment, il y a une exposition à la menace qui est différenciée selon les groupes. Les travailleurs essentiels qui étaient dans des milieux d'exposition plus accrus. On parle des travailleurs, par exemple, dans les abattoirs, les préposés aux bénéficiaires. Les impacts collatéraux en lien avec les mesures pandémiques étaient beaucoup plus prononcés qu'on peut penser évidemment à l'éducation, l'accès à l'éducation à distance, la capacité, l'insécurité alimentaire, etc., la perte d'emploi qui a été différenciée et la capacité d'appliquer les mesures de protection et de prévention. Quelqu'un ou une famille qui vit en logement dans un 3,5 à 5-6, la capacité de s'isoler, d'avoir accès au matériel, de prendre des congés de maladie. Donc, on le voit. Puis, une des lacunes qu'on voyait, c'est qu'on avait très peu de données colligées systématiquement pour nous permettre de mesurer l'ampleur de ces inégalités. Au niveau des impacts collatéraux, c'est un petit peu la même chose. On a réussi à collecter des données, puis on a fait plusieurs portraits, là, que vous avez l'adresse, le point sur la santé des Montréalais en pandémie, pour nous aider à comprendre les impacts sur la santé mentale, l'insécurité alimentaire, les habitudes de vie, la violence conjugale qui a été, on l'a vu, accrue dans les périodes d'isolement et de confinement. Puis on le sait que puisqu'on était l'impuissante, on était les premiers à avoir les mesures les plus sévères et les derniers à les voir retirées. Et tout ce qui touche le déconditionnement et l'isolement de nos aînés. Et ça aussi, ça a été du gratouillage de données à gauche, à droite. Et comme je le disais souvent, un des constats, c'est notre Power BI de gestion de la pandémie avait plein d'indicateurs sur le dépistage, la vaccination, les cas, les contacts, les enquêtes, mais très peu de données qui nous permettent de prendre des décisions sur la proportionnalité des mesures à mettre en place et les impacts collatéraux qu'on va gérer encore pendant des années et des années. Et finalement, dans le dernier constat, c'est la communication et l'engagement de la population qui est une des dimensions qu'on regardait. Et somme toute, on a beaucoup parlé là, de la désinformation, de la polarisation, mais dans les sondages, il y avait quand même une assez grande constance en termes d'application des mesures, donc d'engagement de la population face aux mesures qui étaient demandées et la confiance face aux autorités était quand même assez élevée, au-dessus de 80%, même si on le sait que c'est tout un enjeu de cette confiance-là. C'est tout un enjeu là, de gérer évidemment les discours plus polarisés et je pense qu'un des constats, c'est toute la cohérence de nos recommandations, la façon dont on le communique et la transparence avec laquelle on le communique à la population peut avoir un rôle très important là, sur le fait que la population nous suit dans les modulations des actions qui sont mises en place, mais aussi peut nous aider à contrer la désinformation. Merci Mylène. Alors, je vais reprendre quelques diapositives. Donc, avant qu'on vous présente les constats vraiment qui sont tirés des rapports qu'on a fait, on a fait des rapports internes et d'autres types de rapports, on voulait vous illustrer quelques petits dossiers plus spécifiquement, donc raconter quelques anecdotes, quelques histoires pour surtout vous montrer que on a appris des choses, il y a des choses qu'on a fait, qu'on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas, on a des choses qu'on a ajustées, donc on va vous donner quelques exemples. Puis après ça, c'est sûr, on va vous poser une petite question là, pour entendre un petit peu, vous, comment vous avez vécu ça. Donc, l'analogie qui est la plus, je dirais, qui nous a touchés à travers la pandémie, c'est vraiment l'analogie de construire l'avion en vol. Là, on l'a entendu aussi dans les journaux et dans d'autres endroits, là, les gens utilisent cette analogie. On était face à un virus nouveau qui avait beaucoup d'incertitudes, un grand volume d'activité. Montréal, c'est plus que 350 000 cas positifs. Donc, ça veut dire chaque fois qu'il y a un papier, qu'il y avait un papier au début, qu'il y a une enquête, qu'il y a quelqu'un qui regarde le cas, ça veut dire qu'on retrace aussi les contacts. Ça veut dire qu'on a fait peut-être une enquête dans un milieu. Donc, le grand volume a engendré un grand stress et, je dirais, une importance pour travailler rapidement pour contrôler la transmission. On a eu aussi beaucoup d'arrimages requis avec les directions de soutien. Donc, si on prend la métaphore de l'avion, là, il nous manquait des pièces. Là. Il fallait aller chercher de l'aide pour avoir
tous nos morceaux là, avec la direction des ressources informationnelles, la direction des ressources humaines, la direction des approvisionnements, la direction des services techniques. Donc, pour que l'avion vole, là, il fallait vraiment que beaucoup de monde nous aide. Et on a eu des turbulences à travers vraiment toutes les étapes de la pandémie. Le schéma de droite, on l'a mis parce que c'est vraiment quelque chose qui a été nécessaire, là, qu'on s'adapte et qu'on innove, parfois à des petites échelles, mais parfois aussi pour des éléments qu'on a gardés, qu'on fait encore maintenant, qu'on a appris, qu'on garde dans nos pratiques. Donc ça, c'est un petit peu le volet global. Maintenant, pour des exemples un peu plus précis, moi, je vais en dire deux. Moi, j'ai aussi un background, j'ai été en ressources humaines aussi, donc avec ma vue ressources humaines et la vue santé publique, on avait quand même des constats intéressants pendant la pandémie. Moi, j'appelle ça un peu l'enjeu de quand tout le monde veut aider en même temps. Donc, je me rappelle d'un moment entre la vague 1 et 2, Mylène est allée à la radio et a fait un appel à l'aide aux gens en disant « Venez nous aider, contribuer, donner vos noms, etc. » Et là, on a été ensevelis sous une avalanche de gens qui voulaient contribuer, qui voulaient aider, qui voulaient venir aider. L'enjeu et la beauté derrière tout ça, c'est bien beau vouloir avoir tout le monde, mais il faut pouvoir faire un fit, là, le mot étant anglophone, je m'excuse, entre le besoin et ce que la personne peut apporter. Donc, on a passé beaucoup de temps là, et ça, nos apprentissages ont été importants entre la vague 1 et la vague 6. On faisait des appels pour aller parler aux gens et au départ, les premières vagues de gens qu'on a eues pour venir nous aider, ils ont été très, très flexibles. Là. Les gens, on leur parlait dimanche, puis le lundi, les gens venaient au travail, sur place, sans vraiment d'orientation, sans rien, etc. Au final, à partir de la vague 3, on avait mis en place un processus d'accueil-intégration complet. Donc, la personne pouvait faire de la lecture à la maison. Ensuite, il y avait des capsules vidéo. On faisait la création grâce à l'équipe RH de tous les codes d'accès, les matricules, les courriels avant. Et finalement, notre processus, c'est vraiment fait en sorte qu'on pouvait accueillir de 35 à 50 nouvelles personnes par semaine en continu. Donc, ça a été un apprentissage assez important. Puis, on va en garder des apprentissages comme ça pour une future crise. Là, on ne voit pas de monde, hein? Fait qu'on a l'impression qu'on se parle, Malène et moi, mais c'est pas grave, on continue, puis il y aura peut-être des questions après. On a eu aussi des enjeux de gérer la croissance et la décroissance. On a été jusqu'à un peu plus que 1500 contributeurs au sommet des vagues. Donc, on avait des gens qui nous aidaient d'un centre d'appel, on avait des gens qui venaient du Je contribue, beaucoup d'étudiants, des gens de beaucoup de domaines, des gens aussi du délestage, de la convergence du réseau, des personnes qui ont été envoyées aussi de d'autres directions. Donc, au sommet, 1500 personnes. Vous imaginez que gérer les horaires selon les vagues a été vraiment un enjeu. Donc, on s'est doté d'un outil web qui n'était pas parfait, mais qui nous a quand même aidé parce qu'on pouvait faire des horaires en fonction de ce que les gens faisaient comme tâche. Vous imaginez que 1500 personnes, ça travaille tout en même temps sur le même sujet, plus le personnel. Donc, on avait créé une façon de mettre des fonctions types pour savoir qui est formé pour faire une enquête, une enquête dans un milieu en éclosion, qui peut aller aider dans tel domaine versus qui fait une enquête auprès de la population générale. Donc, chaque personne était identifiée dans l'outil pour savoir qui on peut mettre à l'horaire. On a formé en télétravail, puis rappelez-vous que nous aussi, aux gens, là, on était ancrés dans notre pavillon La Fontaine à l'époque sur place, puis nous aussi, il a fallu qu'on prenne toutes nos équipes, puis on dit on s'en va tout le monde à la maison, donc accélérer tout le monde pour le télétravail. On s'est doté d'une équipe logistique pour pouvoir justement faire toute cette opération-là de croissance. On a en même temps, en 2021, eu des postes permanents qu'on a réussi à combler dans nos équipes. Et ce qu'on apprend beaucoup de ça, là, de quand tout le monde veut aider, c'est que tout ce qu'on peut prévoir à l'avance, on va le faire. Donc, admettons qu'un centre de recherche ou l'université nous appelle et nous dit on aimerait ça vous aider. Pensons avant qui peut venir aider sur quoi pour mettre ça par écrit, pour faciliter aussi la gestion de quand les gens arrivent en fonction, qu'ils soient prêts. Même chose pour notre monde à l'interne. On s'est rendu compte qu'il y a des gens, on ne savait pas qui savait quoi. Donc, si je sais qu'il y a quelqu'un qui est en mesure d'aller aider, mettons, dans un milieu de travail, je dois le savoir pour qu'il n'y ait pas de surprise si jamais je mobilise. Donc, ça, c'est un petit peu je vous fais ça très rapidement. Je pourrais en parler longtemps de ce volet-là. J'ai été beaucoup là-dedans. Mais ça, c'est un petit peu ce qui arrive sur le volet RH. Prochaine diapo, on appelle ça technologie et outils. Développer vite et améliorer. En bas à gauche, si vous voyez, là, j'ai pas voulu montrer son visage. Pendant la pandémie, en vague 1, là, on avait les fameux fax. On les voit ici, là, ça s'en va presque jusqu'à son épaule. On pouvait en avoir 800 à 1000 par jour qui sortaient. Et là, on était en mois de mars.
Dans le cadre de la pandémie, rendu en juillet, donc en moins de 6 mois, l'équipe du ministère, les équipes ont réussi à développer un système d'enquête TSP où on pouvait, en mode web, s'organiser, se structurer. Ça a été génial. La question, c'est, on est capable de le faire en mode urgence, mais on a plein d'autres systèmes qui ne se parlent pas. On a plein d'autres systèmes où on a des besoins qu'on a réalisés qui étaient importants à travailler en dehors des urgences. Mais on a quand même dit, on a besoin de choses, on s'est fait des outils complémentaires. À gauche, je vous ai mis un imprimé écran d'un outil qu'on a développé dans la suite M365 avec Power Apps, qui était un outil pour soutenir nos enquêteurs. Nous, on avait beaucoup d'enquêteurs pour les aider à valider leurs enquêtes, mais surtout pour aider à soutenir la communication dans nos équipes. Il y avait des sections, par exemple, pour permettre de mieux transiter les fiches milieux vers des équipes qui font le lien avec les milieux. Parce que c'est bien beau faire une enquête, mais tu réalises qu'il y a 8 personnes, finalement, qui sont dans un même lieu de travail. Il y avait beaucoup de communication entre équipes. Donc, l'outil ici, Vrignon, qu'on a fait, a permis de soutenir les enquêteurs. On a eu les outils de cartographie interactive qui ont été faits aussi en soutien de la vaccination, où ça nous permettait de voir en temps réel, ou presque, là, quels quartiers sont plus vaccinés ou moins pour vraiment cibler les bonnes interventions. On a mis en place des soft phones, en fait, c'est des téléphones web. Ça, c'est au moment où, je ne sais pas si vous avez eu cet élément-là connu pour vous, là, mais quand on appelait beaucoup, il y avait des gens qui ont essayé de contacter la population pour aller chercher de l'information sur eux, et les gens nous demandaient, est-ce que vous êtes bien la santé publique? Là, qui m'appelle? Donc, avec ce système-là, on peut avoir un identifiant vraiment propre à la santé publique pour que la personne qui se fait contacter soit sécurisée sur le fait que oui, c'est un enquêteur qui m'appelle. On a fait des routes de livraison à vélo. Notre enjeu était qu'on voulait, dans les premières vagues, que la personne reçoive des consignes d'isolement le plus vite possible. Donc, notre centre d'appel nous a aidé à faire des routes optimisées. Ça, c'est quelque chose qu'on a appris aussi à travailler avec les codes postaux, les systèmes. Et on a utilisé beaucoup des outils de M365, là, liste, form, automatisation, rappel, documents partagés là, à travers ça pour s'aider. Donc, autrement dit, ce n'était pas parfait. Il y a des choses qui se sont développées, mais on a encore beaucoup de choses à faire pour être prêt pour une future urgence. Mylène, je te laisse poursuivre. Oui. S'adapter au terrain et communiquer. Puis vous voyez que tout ce qui est technologique RH, Mireille a été au cœur de tout ça. Donc, on a une réalité montréalaise très particulière. Donc, c'est sûr qu'on a eu affaire on a eu à traduire beaucoup d'outils, mais aussi à devoir rejoindre rapidement des gens qui parlaient plus de 26 langues. Donc, on a fait affaire avec un Language Line, qui était un service d'interprétariat en direct. On avait à intervenir, évidemment, vous l'avez en bas, là, tous les milieux qu'on avait. Donc, on avait une structure pour chaque type de milieu avec des équipes dédiées à accompagner, à gérer, prévenir et gérer les éclosions propres à chaque type de milieu, scolaire, garde, milieu de travail, milieu de soins, milieu communautaire, milieu carcéral, itinérance. Donc, on avait des équipes dédiées. Une des spécificités montréalaises, c'est quelque chose on va reprendre dans nos plans d'action, dans nos futurs plans d'action, c'est qu'il y a eu de façon assez variable dans les quartiers des cellules de crise municipales, santé et tables de quartier qui se sont mises en place et la philanthropie a subventionné la mise en place de plans d'action locaux pour nous permettre d'avoir des actions adaptées à la fois pour soutenir les mesures de contrôle, d'isolement, etc., mais aussi pour nous permettre d'aller travailler sur les impacts collatéraux que vivaient ces populations-là, que ce soit la sécurité alimentaire ou autre. Donc, ça, c'était vraiment une innovation qui n'était pas dans nos plans de réponse à la pandémie au départ. Un partenariat avec la Croix-Rouge dans ce contexte-là pour l'isolement. Et évidemment, toutes nos activités médias qui ont été plus à certains moments quotidiennes. Et se coordonner quand on travaille tous sur le même sujet. Le défi, il est là à l'interne, mais dans une région comme Montréal, comme je disais, avec 10 établissements, des partenaires intersectoriels. On avait évidemment des structures, comme je le disais, avec tous les partenaires intersectoriels, mais on a eu la chance, après la première vague, à la venue de la sous-ministre, qui a fait un rapport sur la gouvernance à Montréal, d'abord le centre de commandement montréalais, qui était composé des PDG, la ville, l'urgence santé et la santé publique. Et ça, je pense, ça a tout changé notre capacité à détecter les enjeux et amener une réponse concertée et agile. Et derrière ce centre de commandement-là, ce qui était important,
c'est qu'on avait, il y avait le Power BI du ministre, mais on recueillait des données, entre autres de nos partenaires locaux, plus les données épidémiologiques et les données d'intervention pour être capable de dégager les enjeux et cibler des endroits où on devait se concerter et intervenir. Et ça, c'était des fois plusieurs fois par semaine qu'on se rencontrait à ce niveau-là. Je passerai à la prochaine. OK. Donc là, avant de continuer de vous livrer plus les résultats de nos rapports, j'ai envie de vous inviter à mettre dans le chat un exemple de gain d'initiative que votre organisation a fait pendant la pandémie. Puis vous pouvez le faire maintenant, puis on va pouvoir revenir, là, mais j'aimerais vraiment que vous nous partagiez un élément qui vous vient en tête par rapport à ça. Une initiative, un gain. C'est clair que la pandémie a touché toutes les organisations, réseau de la santé, hors réseau aussi. Donc, pensez-y, allez-y, écrivez-le dans le chat, puis on pourra y revenir au fur et à mesure. Je continue aussi. Voilà. OK, donc, recommandations et pistes d'action. Là, c'est sûr qu'on vous fait un très sommaire, un très grand sommaire de différentes démarches. On a, le 15 novembre, lancé un rapport de la directrice. Mylène va vous en parler tout à l'heure dans les grands faits saillants. On a aussi fait d'autres démarches tout au cours des vagues. On a fait des démarches qu'on a initiées nous, mais on a aussi participé à des démarches là, qui ont été faites, par exemple, par Notius, par certains partenaires. Un autre gros moment qu'on a fait, c'est qu'on a fait un rapport d'événements interne parce qu'on voulait absolument capturer certains apprentissages de nos équipes. Je vais en glisser quelques mots. Mais on a aussi fait des consultations avec des partenaires comme le Conseil citoyen né, on a consulté les SUS et d'autres. On a fait une revue d'interaction et des petits débriefs. Là, il y en a eu à différentes périodes, dans différentes équipes, tout au cours de la pandémie, dans un mode amélioration continue. Vous avez dans le PowerPoint le lien vers le rapport complet et le sommaire du rapport de la directrice. Donc là, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a mis merci, la question a été remise. Si jamais les gens n'avaient pas entendu, vous pouvez y aller. Merci, Patrick. Donc, Mylène, je te laisse faire les faits saillants pour le rapport de la directrice. Oui, ça va être vraiment des faits saillants, mais vous avez le lien là, vers le 4 pages qui explicite beaucoup de recommandations qu'on a articulées autour de 4 volets. Le premier, c'est vraiment nos capacités de santé publique pour être préparés et bien répondre. Au niveau de la préparation, en plus de mieux caractériser les risques, avoir des bons plans, faire des simulations, etc., je dirais que la nouveauté, c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, d'inclure dans nos plans de réponse aux futures urgences, qu'elles soient liées au changement climatique, un volet mobilisation des communautés avec une action très locale dans les quartiers intersectoriels, financée, reconnue, pour nous permettre que l'action vraiment, qu'on ait des piliers dans chaque quartier pour nous permettre de descendre les recommandations de manière agile. Au niveau de l'agilité, de l'adaptation, c'est beaucoup dans le contexte de Montréal, de ses particularités. C'est sûr qu'on se doit d'être en cohérence quand on est en mesure d'urgence. On le sait, c'est gouvernemental. La décision se prend au niveau gouvernemental. Mais il faut trouver cette ligne de communication qui nous permet quand même de maintenir une latitude et une agilité pour être capable d'adapter rapidement l'intervention à la situation épidémiologique sur le terrain. Tout en maintenant, dans la mesure du possible, la meilleure cohérence avec les enlignements. Parce que le virus, lui, va vite. Si ça prend 2 semaines avant d'avoir une autorisation, bien évidemment, on a perdu la fenêtre d'opportunité. Au niveau de la montée en charge, je pense que Mireille en a bien parlé. Là, on a mis beaucoup l'accent sur des ententes préalables pour travailler avec les universités ou avec d'autres partenaires externes, l'Agence de santé publique du Canada, pour aller chercher des expertises de pointe rapidement, mais être capable de faire notre montée en charge avec des gens qui ont déjà des qualifications. Les systèmes d'information, je pense que plus polyvalents et interopérables, Mireille en a bien parlé. Au niveau de l'expertise et de la mission universitaire, c'est quand même une leçon et une recommandation qu'on a mis. Le contexte d'une urgence est un contexte d'apprentissage important. On applique beaucoup le principe de précaution au départ parce qu'on a peu de données, mais on se doit de construire et de développer les connaissances au cours de route. Comment on arrive à
faire en sorte que le milieu de la recherche se rapproche du terrain, puisse avoir accès à nos données, comment on réfléchit au préalable ces ententes de partenariat, la veille stratégique, la veille scientifique, pour nous aider à prendre des décisions et à faire évoluer les connaissances pendant l'urgence et après, évidemment. Et au niveau des services de proximité, évidemment, on a tout le volet de l'organisation des services où on doit s'assurer d'avoir des données pour bien orienter ces services-là, que ce soit quel quartier, quelle population ciblée, tout ça. Mais d'inclure, je pense, une des leçons qu'on a apprises, puis un des bons coups qu'on a fait avec la vaccination, au-delà des centres de masse, l'efficacité qu'on a eue à déployer cette stratégie-là de vaccination avec Clic Santé, les entreprises. Nos plans ont été conçus dès le départ avec une perspective de réduction des inégalités sociales de santé. Et contrairement à ce qu'on avait vu en H1N1, où on avait des écarts très marqués entre les quartiers défavorisés et les quartiers favorisés en termes de couverture vaccinale, on a réussi pour les 3 premières doses de vaccin à atténuer ces écarts-là. Et ça a été parce qu'on a réfléchi la stratégie dès le départ avec cet angle de réduction des écarts. Au niveau des impacts collatéraux inégalités, je l'ai dit tout à l'heure, la principale recommandation qu'on a fait, c'est d'avoir un plan de surveillance des impacts collatéraux et de colliger des données qui nous permettent d'analyser aussi les impacts, les inégalités sociales de santé liées à la menace qu'on est en train de tenter de gérer. Et le rétablissement, moi j'appelle ça l'enfant pauvre, la gestion des mesures en mesure d'urgence. Quand on est en mesure d'urgence, que ce soit les inondations, la chaleur, tout le monde a hâte de retourner dans ses activités et souvent le rétablissement est un peu éclipsé. On se doit d'activer une cellule de rétablissement dès le départ et le cœur de une de nos recommandations dans le rétablissement, c'est que le rétablissement des communautés doit partir aussi des communautés. Donc, il faut qu'on légitimise, qu'on reconnaisse le rôle des tables de quartier, des organismes communautaires qui ont été les premières instances à travailler le rétablissement des communautés. Il faut les financer et il faut les inclure dans nos plans dès le départ. Prochaine diapo. Les communications, j'en ai parlé tout à l'heure, donc toute la transparence, la cohérence et l'adaptation de nos communications. L'engagement de la population, on n'en a pas beaucoup parlé. Nous, on a travaillé, on avait la chance d'avoir un conseil citoyen né dans le contexte d'un autre programme qui nous a accompagnés tout le long de la pandémie pour nous aider à comprendre les impacts des mesures qu'on mettait en place, qu'est-ce qu'on pouvait mettre pour mitiguer ces impacts-là. On a eu quelques groupes aussi avec des parents d'enfants, mais je pense qu'on doit systématiser nos approches pour que la voix de la population soit prise en compte dans nos décisions, dans les décisions et les mesures mises en place. Et finalement, les conditions et les leviers sont beaucoup inspirés du rapport de la commissaire santé-bien-être. Évidemment, une structure de gouvernance solide dans laquelle la santé publique est positionnée à un niveau stratégique. L'indépendance et la transparence dans les avis, on le sait, c'est une urgence gouvernementale. Les décisions ne sont pas uniquement des décisions de santé publique, mais qu'on soit capable de bien donner leur juste. Et évidemment, des financements à la hauteur pour être le moins possible en train de construire l'avion en vol, mais qu'on ait le bagage d'expertise de base en place pour être capable de faire face à tout risque. Merci, Mylène. Alors, moi, je vais me permettre, ceux qui me connaissent le savent un peu. Je reviens en arrière parce que, merci Gaspésie de la Madeleine, là, vous avez partagé une innovation ou un gain que vous avez fait chez vous pendant la COVID. Vous avez expliqué un petit peu le mécanisme, là, vous avez rendu disponible du temps directement, là, les communications fréquentes dans un climat de sécurité, là, où le DSP se rend disponible pour tous une fois par semaine, sans ordre du jour, pour que les gens posent des questions. C'est vraiment intéressant. Alors là, je vous laisserai une bonne minute pour réfléchir dans nos journées chargées, pour que les autres puissent aussi donner un peu d'informations ou de partager leur vécu. Je sais que ce soit une université, une boîte de consultants, peu importe, on a tous vécu la pandémie au niveau professionnel et personnel. Donc,
pensez un petit peu, qu'est-ce que c'est un gain ou une initiative que vous avez fait là, qui reste avec vous là, pour la suite? Je vous invite à aller l'écrire dans le chat. Je vois des visages et des noms connus dans le groupe, donc je suis certaine, je ne vais pas nommer personne, mais je suis certaine qu'il y a des gens qui ont des choses à dire et qui ont un partage à faire au groupe. Peut-être que vous faites plusieurs choses en même temps ou vous n'êtes peut-être pas inspiré. Je vais continuer, mais je vais revenir. Fait que continuez à y penser parce que je vais revenir, je vais avancer, je vais encore revenir ensuite pour le retour. Donc, Mylène a parlé des éléments très saillants du rapport. Là. Le lien est aussi ici dans le PowerPoint que vous pouvez aller voir. Moi, je vais vous donner quelques éléments clés sur le rapport interne. Donc, ça, c'est un rapport qui a été diffusé à notre personnel, mais qu'on n'a pas diffusé au grand public. L'idée, nous, pourquoi on a fait ça? Et on a fait ça l'été dernier. Donc, oui, l'été passé, la collecte d'informations s'est faite entre le mois de mai jusqu'à l'automne. Donc, on avait vraiment un souhait de structurer la mémoire collective, la mémoire organisationnelle. Pourquoi c'est important? On a eu beaucoup de gens, des contributeurs de plein de domaines qui sont nous aider, qui étaient des gens temporaires. Première chose, donc c'était important de garder mémoire. On a aussi eu des gens qui ont quitté pendant les 3 ans, donc presque 3 ans de la pandémie. On a quand même eu des départs, des retraites, etc. Donc, c'était important de documenter notre mémoire. On voulait identifier nos zones critiques, les innovations, puis on voulait aussi commencer à trouver des pratiques qu'on trouvait importantes à documenter. Dans le cadre de ce rapport-là, on a fait un sondage aux partenaires qui nous ont répondu plus que ce qu'on pensait, je vous dirais. Là, on a eu 164 répondants, 75 en dehors du réseau. Les répondants étant, par exemple, les commissions scolaires, les partenaires de la ville, des organismes communautaires. Et on leur a posé la question: comment vous avez trouvé ce qu'on a fait à l'Assemblée de Montréal était? Est-ce que ça s'est bien passé? Qu'est-ce que vous avez eu comme soutien? Donc, on leur a demandé leur feedback sur comment on avait travaillé. Donc, je vous ai mis à l'écran juste 2 extraits. Donc, on voit clairement qu'au niveau du partage des rôles et responsabilités, on a des choses et des croûtes à manger. Là. On a des gens, le niveau de satisfaction là, est très différent si on regarde nos répondants du réseau, du répondant hors réseau. Donc, il faut vraiment qu'on travaille à mieux vérifier qui fait quoi là, par rapport à ça. Donc, ça, c'est un élément qu'on sait qui est important. Au niveau de d'autres énoncés par rapport à comment on faire notre soutien aux différents milieux pour le contrôle de la transmission, les réponses sont un peu différentes, mais on voit encore qu'il y a une différence entre réseau et hors réseau. Donc, les gens ont apprécié le soutien, ils ont dit qu'il y en avait assez. On a quand même des gens qui étaient neutres, hein, si on regarde le bâtonnet du centre là, à 27 %. Donc, ça aussi, c'est des éléments qu'on doit continuer à travailler. Dans notre rapport interne, on a fait un gabarit type. On a demandé aux équipes de documenter. Ça nous a donné 13 fiches thématiques. Et là-dedans, on a fait ressortir certains bons coups. Et là, c'est les gens de nos équipes qui ont parlé. Là. Les équipes de tous les niveaux, là, les gestionnaires, les professionnels, les agents administratifs qui ont collaboré chacun par fiche par fiche. Par exemple, je peux dire, il y avait une fiche soutien au milieu, une fiche communication, une fiche vaccination. Donc, dans nos bons coups, transversalement, là, les gens étaient contents qu'on ait créé des nouveaux espaces de collaboration. Puis on s'est rapproché de certains partenaires avec qui on avait moins travaillé. On a créé des nouveaux espaces aussi de travail. On a développé beaucoup d'outils. On a appris beaucoup en automatisation. Mais on a aussi noté des enjeux de méconnaissance des rôles et responsabilités. Et certains enjeux qui vont venir sur la prochaine diapositive. Et différentes équipes ont témoigné nos manques en termes de systèmes d'information et d'outils là, qui ont quand même été soulevés là, par les équipes. Donc, une chose que, d'un point de vue gestionnaire, je trouvais que c'était vraiment important, c'est qu'il y a des gens qui ne sont plus là, mais qui ont contribué beaucoup. Et il y avait vraiment une importance aussi de nommer dans la fiche où sont les documents de référence, dans quel répertoire. C'est quoi les rapports qui ont été sortis? Donc, il y a aussi un volet de s'il faut qu'on refasse
dans un an, quelque chose de similaire, l'information est où pour pas qu'on reparte de zéro, parce que là, comme dans l'avion qu'on a vu tantôt, on est parti de l'avion, vole et on construit tout. On aimerait ça que la prochaine fois, ça soit différent. Donc, on avait un souhait vraiment de documenter tout ça, sans que ça soit exhaustif, mais que les gros volets puissent être reflétés. Là, je vois qu'il y a des gens qui ont mis des choses dans le chat, j'ai hâte d'aller voir, mais je vais continuer ma petite diabo avant. Donc, dans le rapport interne, il y a des pistes d'action qui ont été ciblées comme prioritaires. Donc, des éléments qu'on sait qu'on doit absolument travailler hors période d'urgence, c'est la planification de nos plans d'urgence avant la crise. Donc, on a travaillé beaucoup avec les gens étaient très collaboratifs en mode intervention mesures d'urgence. En théorie, on devrait avoir un plan de mesures d'urgence connu. Les gens ne devraient pas être surpris quand on se concerte là-dessus. On devrait vraiment faire une planification main dans la main avec les partenaires. On souhaite intégrer de manière systématique les considérations éthiques, impacts collatéraux, inégalité sociale. Mylène en a parlé tout à l'heure. Pas juste aléatoirement au fil des thèmes, mais dans toutes les mesures d'urgence, comment on peut s'assurer qu'on a ça dans notre lunette en arrière-plan toujours. On souhaite intégrer la population dans la gestion des mesures d'urgence, mais aussi pendant, avant, après, pas juste en situation. On doit vraiment, et ça fait partie de notre agrément aussi, faire des grosses mises à jour sur nos formations et notre diffusion des plans de mesures d'urgence, travailler sur notre culture de gestion de risque. Et un autre chantier qui était flagrant, c'est notre tenue de dossier. J'imagine que dans vos organisations, ça a fait le même constat aussi. À partir du moment où les gens sont tous partis en télétravail, les habitudes de sauvegarde des documents dans les répertoires partagés des réseaux, des organisations n'ont pas été tout à fait bien tenues. On avait aussi un grand nombre de nouveaux qui n'avaient pas nécessairement d'historique. Personne, on n'avait pas le temps de leur montrer c'est quoi une tenue de dossier minimale quand tu fais une intervention de tel milieu. Donc ça a été vraiment un élément important qu'on veut travailler dès maintenant en 2023. Et il y a des éléments de circulation de l'information qu'on va travailler. Puis pour le volet ressources humaines, on appelle ça une stratégie multi-axe. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que si on avait mis tout le monde dans le même panier, d'attendre soit la source de l'aide, soit juste par le jeu de contribut ou juste par la convergence, on n'aurait vraiment pas été capable d'aller chercher l'aide requise. On a vraiment une stratégie qu'on voudrait faire pour déployer rapidement du renfort d'un grand volume. Donc, ça aussi, c'est une stratégie qu'on veut travailler. Donc, je reviens à certains éléments dans le chat sur les gains d'innovation que les gens ont fait. Alors, le télétravail, la force du télétravail qui est notée avec des gens qui étaient d'accord avec les propos de Denis. La mise en place accélérée du télétravail pour les équipes de l'administration aussi. Les cours en ligne, c'est sûr que effectivement, l'adaptation aux cours en ligne à tous les niveaux, dans le cursus, que ce soit au cégep, à l'université, dans les écoles, ça a été vraiment intéressant. Parfait. Donc, il nous reste une seule diapo. Je vais l'avancer. Mylène, je te laisse finir un petit peu, faire le mot de la fin avant les questions. Oui, bien, dans le mot de la fin, donc, vous voyez évidemment là, que toutes ces recommandations-là deviennent un peu notre feuille de route pour faire face, pour se préparer, à assurer une meilleure réponse, mais ça pour un ensemble de risques à la santé ou de mesures d'urgence qui pourraient survenir, que ce soit lié au changement climatique ou à une future pandémie. Je pense que ce que ça nous a aussi amené, c'est que maintenant, la culture d'amélioration continue, ces debriefings-là font partie de nos pratiques. On l'a fait pour la COP15 il y a quelques semaines, on l'a fait pour la variole simienne, donc ça devient quelque chose qu'on intègre à nos pratiques et qui servent autant, je dirais, au rétablissement, à la reconnaissance des employés qu'à améliorer et à intégrer ça dans nos cycles d'amélioration continue. On a repositionné par rapport à notre bureau de mesures d'urgence à un niveau beaucoup plus stratégique dans notre organigramme et avec un rôle et une structure tentaculaire à la fois dans notre organisation, mais aussi avec les CIUS qui est beaucoup et les partenaires qui est mieux positionné. Et évidemment, là, tout ça doit vivre, c'est plus qu'un rapport. Donc, on a tout un système de suivi des recommandations. Donc, moi, je terminerai en disant, on présente ce rapport-là en très grande humilité parce que faire les constats de 3 ans de pandémie, c'est très difficile de mettre le point sur des choses, mais je pense que, somme toute, il y a de très grandes richesses.
puis je suis pas mal convaincue, puis à voir comment on a réussi à gérer la variole simienne et d'autres enjeux. On est beaucoup mieux équipés comme région pour faire face là, aux futures urgences sanitaires là, du côté de la santé publique. Oui. Donc, on a terminé. Donc, est-ce que, Ariane-Hélène, c'est toi qui fais la gestion des mails ou des questions ou tu souhaites qu'on continue ou qu'on le fasse? Je peux le faire, je peux prendre la relève. En fait, je débuterai peut-être par un commentaire de Taïeb Afsi, donc professeur aussi à HEC Montréal, et qui mentionnait en période d'urgence, il y a inévitablement une centralisation des décisions et peu de débats. Ça a été le cas pour nous tous. Toutefois, au niveau local, la capacité à répondre aux problèmes a sensiblement augmenté, à résoudre des problèmes, en fait, a sensiblement augmenté. Il y a aussi eu un rapprochement entre ceux qui devaient vivre ensemble pendant la pandémie. Il mentionne, je ne sais pas exactement comment on réconcilie participation et efficacité dans une prise de décision. C'est un très bon commentaire. Puis il y a une recommandation qu'on a mise qui n'a pas été, que je n'ai pas mis en lumière, là, parce que je ne les ai pas tous nommés. Mais entre autres, on a, c'est vrai que c'est très centralisé, comme les décisions et même le temps qu'on a pour consulter. Mais certains pays avaient quand même mis des task force ou des comités aviseurs intersectoriels qui n'étaient pas que de santé publique, là, qui étaient vraiment, qui impliquaient des gens du milieu économique, du milieu scolaire, etc. Et tout pour, à partir de certaines questions qui étaient posées, apporter un éclairage. Et ça crée aussi des zones de débat et de discussion qui font en sorte que le débat ne se faisait pas nécessairement toujours dans les médias pour confronter différentes perspectives. Et ça, je pense que c'est peut-être un apprentissage qui n'est peut-être pas régional, mais qu'on doit se poser à l'échelle provinciale. Comment aussi on amène et on mobilise ces expertises-là de différents secteurs pour nourrir la réflexion et la décision, sachant évidemment et qu'on canalise aussi des endroits où les gens peuvent émettre leur opinion selon leur cadre d'analyse ou leur expertise spécifique. Merci beaucoup. On va passer à une question d'une participante à la main levée. Donc, j'inviterai Marie-Claude Letellier à poser sa question directement. Bonjour, Marie-Claude Letellier, je suis médecin spécialiste en santé publique en Gaspésie-les-Îles. C'est moi qui ai mis la communication là, dans notre direction. En fait, merci beaucoup, là, c'est super intéressant comme piste d'amélioration. Je vois que les inégalités sociales de santé étaient vraiment au centre de vos démarches et tout ça. Moi, c'est plus un peu vers l'avenir. On a adopté une autre stratégie là, au niveau provincial pour la gestion de la COVID. Qui est un peu finalement le vivre avec, chacun pour soi, faisons ce qu'on peut du mieux qu'on peut, mais qui est quand même une façon de faire qui peut contribuer là, à élargir les écarts puis augmenter les inégalités sociales de santé. Finalement, les personnes plus favorisées sont plus à même de suivre ces mesures, ont plus de sous pour mettre en place des mesures préventives, acheter des purificateurs d'air, tout ça. Est-ce que vous continuez, c'est plus avec le futur, mais les apprentissages que vous avez faits, les concertations, tout ça, est-ce que vous continuez de mettre de l'avant avec la nouvelle vision de la gestion de la pandémie en considérant les inégalités? On essaie, mais je vais donner l'exemple de la vaccination. On a tenu, le fait qu'on n'ait plus en mesure d'urgence, c'est sûr qu'on n'a plus les mêmes capacités. Quand on avait, j'appelais ça la carte de crédit COVID, on était capable de dire oui, il y a les centres de masse, mais on a des unités mobiles qui vont dans les centres d'itinérance. On priorisait et on intensifiait des actions. Et on l'a vu, là, dès qu'on est arrivé à la fin, puis les doses de rappel, on le voit, l'écart se creuse entre les territoires, les inégalités se réinstallent lorsqu'on ne fait pas ces efforts-là supplémentaires. Donc, oui, on continue de le travailler, mais c'est sûr qu'actuellement, on est dans une approche, avec l'approche syndromique puis de responsabilisation de la population. On a maintenu nos canaux de communication avec les milieux pour outiller, mais on est beaucoup moins intense dans notre capacité. Puis
on ne se le cachera pas, là, les ressources ont repris leur activité courante, donc on a beaucoup moins de capacité pour cibler et intervenir de manière intense dans certains territoires ou auprès de certaines populations. Merci. On y va avec la question de Denis. Oui, merci. Donc, j'ai une question et bon, il n'y a peut-être pas de réponse. Peut-être que le projet de loi qui s'en vient sur la réforme de toute la santé publique et le reste va nous donner des réponses. Mais lorsqu'on a fait notre post-mortem, un des constats qu'on a fait, il y en a eu plusieurs, mais un des constats, c'était un peu cette forme de déconnexion qui existait entre la santé publique et la santé hospitalière. Les gens nous disaient, on nous envoie des consignes et lorsqu'on vient pour les mettre en application, elles ne s'appliquent pas étant donné le contexte particulier de certains établissements et de certains milieux cliniques. Et donc, quand on parlait avec les gens de la santé publique, ils nous disaient, on ne connaît pas de façon très précise les particularités de ces différents établissements et donc on a de la difficulté à transmettre des consignes qui pourraient s'adapter à leur réalité. Et c'est créé une confusion à l'intérieur de tout ça. Un peu tout le monde improvisait à un certain moment. Et je me disais, comment on peut faire en sorte que le public ou le citoyen ne perde pas son statut lorsqu'il rentre ou il traverse la porte de l'hôpital et qu'il devient un patient? Donc, pourquoi il perd son statut de citoyen ou de public parce qu'il transige par le centre hospitalier? Et j'essaie de voir comment on peut régler cette confusion qui a existé pendant une période, du moins la première vague. Du moins. Oui, c'est ça, je pense. Mais je pense qu'une partie de la confusion s'est réglée. Puis je pense que des comités comme le 5, l'Institut, puis bon, évidemment, il y a eu quelques tensions entre, peut-être pas des incohérences, mais des fois des éléments entre les guides de la CNSST versus, mais somme toute, je pense que le fait que ça s'est canalisé, donc c'est plus des directions régionales de santé publique par la suite. Au début, dans la première vague, il n'y en avait pas toujours des directives, fait on apportait certains éclairages aux officiers PCI et tout ça. Mais après ça, je pense que le 5 a quand même bien joué son rôle là, pour la suite, pour être capable là, d'amener des directives claires qui après ça étaient adaptées évidemment au contexte. Et il y avait évidemment celles qui touchaient plus les employés avec la CNSST là, qui des fois qui nécessitaient certains ajustements. Là. Mais ça va dans la clarification des rôles et responsabilités. Il faut que les lignes soient claires de qui recommande à qui pour éviter évidemment là, le fait que, et dans certains milieux, je dirais mixtes, c'est là que des fois, où on a à la fois des travailleurs de la communauté, mais aussi des soins, c'est souvent là qu'on arrive des fois à des tensions dans des recommandations, puis là, il faut arriver à trouver une zone de départage. Là. Il reste peu de temps, mais il y a encore un commentaire dans le clavardage. Donc, le commentaire de Dr. Bérère qui dit « Construire l'avion en vol, ça a été aussi en quelque sorte une communication défectueuse de la santé publique provinciale dès le départ. » Il dit pourtant, il y avait un cadre de gestion des pandémies d'influenza qui existait. Une pandémie, ça reste une pandémie, hein? Qu'importe le virus, de sorte que les principes demeurent les mêmes. Pourquoi être parti plutôt d'une page blanche et réinventer le bouton à 4 trous en urgence? La santé publique a aussi un cadre de référence en gestion des risques qui n'a pas été utilisé, dans laquelle la communication est clairement un devoir. Notez que mon commentaire s'applique pour la province. Il mentionne que personnellement, il a trouvé la communication de Dr. Drouin bonne, transparente et rigoureuse. Et bon, il mentionne que la gestion du risque a été plus politique que scientifique, de sorte que les outils ont été, dans le meilleur des cas, sous-utilisés. Excusez pour ma lecture. Je n'irai peut-être pas dans le détail du commentaire, mais c'est sûr qu'il y avait des plans qui existaient. Bon, après ça, est-ce qu'ils étaient adaptés à l'ampleur de ce qu'on a vécu pour nous, puis que ce soit au niveau des approvisionnements, donc on pourrait refaire le procès, etc. Il y avait des pans de nos plans qui n'étaient pas adaptés, ça c'est sûr. Une des choses, voyons, c'est quoi je voulais dire, bon, 2 petites secondes. Bon, ça vient de sortir de mon cerveau. Là, Peut-être sur la préparation, le volet. Non, ça vient de. Non, ça vient de m'éclipser. Si ça revient, je vais vous le dire. Il n'y a pas de souci.
Donc, c'est qui Ah oui, compte. je l'ai Allez-y. retrouvé. Une des choses qui est au-delà de nos plans, c'est sûr que habituellement, quand on tombe en mesure d'urgence, je parle pour la région de Montréal, c'est la structure de sécurité civile qui s'active. Donc la structure de commandement gouvernemental, elle est claire, que ce soit une inondation, une urgence, etc. et tout ça. Alors qu'elle s'est activée, mais comme c'était une urgence tellement à prédominance santé, il y a eu un genre de flottement. Il y a comme eu plusieurs structures de coordination qui se sont mises en place à la première vague et qui faisaient en sorte que la ligne de commandement n'était pas si claire que ça. Et ça, c'est pas un élément qu'on a beaucoup, je l'ai mis dans le dernier volet sur la gouvernance, mais pour nous, quand on travaille nos plans de mesures d'urgence, tout risque, les plans de pandémie, les plans chaleur, froid intense, on est dedans aujourd'hui. On les travaille de longue date avec les partenaires de la sécurité civile. Et je pense qu'il ne faut pas, pendant l'urgence, puis là, ça devient comme pas le chaos, là, mais il ne faut pas changer de structure qu'on a travaillé. Je pense qu'on a peut-être à revenir ou du moins les consolider s'ils n'étaient pas adéquats pour l'urgence qu'on a vécue. Mais ça, c'est un des constats où on ne peut pas se permettre d'avoir des structures en parallèle. Je pense que les résultats de la première question, avant qu'on mette fin à ce séminaire, je pense que les gens ne l'avaient pas vu. Donc, j'ai appuyé sur partager les résultats. J'imagine que vous voyez apparaître quelque chose. Donc, je laisse Denis conclure le séminaire. Bien, merci à tous d'avoir participé et merci principalement à nos deux conférencières, Dr. Mélanie Drouin et Mme Mireille Gaudreault. Donc, merci beaucoup. Ce fut très intéressant. C'est jamais facile de regarder dans le rétroviseur ce qu'on a fait pendant les 3-4 dernières années, d'essayer d'en tirer des conclusions pour le futur. C'est toujours un exercice qui est périlleux, mais je pense que vous l'aviez réussi haut la main. Donc, merci beaucoup pour cette magnifique prestation. Et bon, je pense que ça a permis aux gens de mieux comprendre un peu où s'en va la santé publique de la région de Montréal. Et naturellement, les prochaines semaines, les prochains jours vont nous donner aussi plus d'informations relativement à ce que le gouvernement pense du repositionnement de la santé publique au niveau provincial. Donc, merci à tous et on vous donne rendez-vous au prochain séminaire du pôle, mercredi le 8 mars prochain. Comment les hôpitaux peuvent-ils devenir hautement fiables? Les jumeaux numériques en santé. Donc, j'ai bien hâte de voir de quoi ça va traiter. C'est comme un peu intriguant. Donc, présenté par Sandra Berthézen, professeure et titulaire de la chaire de gestion des services de santé au Conservatoire national des arts et métiers de Paris. Donc, merci à tous et au plaisir. Merci beaucoup. Merci, bye. Merci. Merci, au revoir.